Salut, c'est Alice. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un peu une petite vidéo pour en gros classer les sorties de la fin d'année dans la catégorie Eurogame. Alors, j'ai joué à pas mal de jeux. Il y a beaucoup de jeux dont j'ai fait qu'une partie, voire des parties d'un peu dans des conditions un peu bizarres. Donc ça n'a vraiment que très peu de valeur. C'est juste pour donner un peu une idée de ce à quoi j'ai joué, ce que j'ai aimé, et surtout faire découvrir à ceux qui se demandent un peu qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce que ça vaut, tout ça. Voilà, donc c'est plus dans un but d'échange que dans un but de classement absolu ou quoi que ce soit. Ça représente que mon avis, un avis qui est trop temporaire, qui va changer, clairement, avec le temps. Je vais pas garder les mêmes opinions sur les mêmes jeux. Il y a peut-être des choses à côté desquelles je suis passée. Il y a peut-être des jeux où je me souviens mal en fait de ma partie, c'est possible aussi. Bref. Du coup, c'est une première opinion comme ça pour donner un peu une idée de ce qui est sorti, de ce que ça vaut, pour ceux que ça intéresserait. Donc, il y a des gens qui disent que c'est pas une très bonne année. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il n'y a peut-être pas un jeu qui sort du lot comme Ark Nova, mais c'est quand même une super année. Moi là, j'ai noté plus de 20 jeux que j'aime vraiment beaucoup. Il y a eu beaucoup beaucoup de sorties de qualité. Même dans ceux que j'aime moins, c'est pas des mauvais jeux. Et il y a eu d'autres jeux dans l'année aussi avant. Je pense notamment à Transcontinental que moi j'avais beaucoup aimé, ou d'autres. Donc vraiment, moi je trouve pas que ce soit un mauvais essai, une mauvaise année. Là je me concentre sur les jeux sortis en fin d'année, disons à partir de septembre, plutôt catégorie Eurogame. J'aurai un mini bonus à la fin pour des jeux d'autres catégories sortis à d'autres moments, mais voilà. Donc c'est un peu pour faire un passage en revue de tout ça. Et vu qu'on me demande quels sont mes tops et mes classements, je vais donner un top et un classement, mais j'y crois même pas beaucoup. Je commence par celui qui, pour le moment, m'a fait une plus grosse impression, qui est Sabika. Donc Sabika, c'est de German P. Milan, l'auteur de Bitoku, qui a refait un jeu qui est assez gros, assez touffu. Au début, on a l'impression que les éléments sont assez peu liés, mais en fait, quand on joue, c'est pas du tout le ressenti de partie pour moi. Donc c'est un jeu avec une triple roue à la Gers. Donc en fait, on a des ouvriers qui vont être sur ces roues. Chaque tour, on choisit un de nos ouvriers qu'on n'a pas encore utilisé dans cette manche-ci. On l'avance de 1 à 2 cases, ou plus si on paye. On paye en fonction du nombre de personnes sur la case d'arrivée, ça nous fait des frais si on n'est pas le premier sur la case. Puis on réalise l'action de la case et éventuellement l'action secondaire qui est prendre une ressource globalement. Du côté potentiellement maintenance finance. Il y a 3 roues. La première se concentre sur la construction de grands bâtiments, enfin de bâtiments vraiment architecturaux purs et durs, qui demandent de dépenser pas mal de ressources. Chaque fois qu'on dépense des ressources, on gagne des points. Et ça nous donne des avantages bien évidemment, et des entrepôts, parce qu'il y a toute une question de stockage de ressources qui est assez subtile sur comment on stocke. La roue du milieu sur faire des échanges avec des bateaux, et la roue du centre sur graver des poèmes qui vont nous donner plein de pouvoirs spéciaux, des actions en plus tout de suite, des points de fin de partie. Voilà, donc on pourrait avoir l'impression que ces 3 roues pas trop corrélées, mais en fait si, parce que tout est tendu, l'argent, le stockage, plein d'autres choses, tout est top. Moi j'adore vraiment, on a un peu le couteau sous la gorge, on a envie de faire mieux en permanence, on a en fait beaucoup de manières de faire des actions un petit peu bonus en plus de celles de nos ouvriers, de diverses manières, faut les faire composer dans le bon sens. Moi ça a été très grosse impression sur celui-ci, j'en ai fait 3 parties je crois pour le moment, et vraiment... j'adore et je trouve ça vraiment riche. La manière de comboter les pouvoirs aussi, qui sont pas tous strictement équivalents, mais ça c'est un peu voulu parce qu'il y a une question de course, la question de timing sur dans quel sens jouer nos ouvriers, elle est vraiment intéressante. Voilà, plein de choses que j'aime vraiment beaucoup. Et on peut pas tout faire, et on aimerait. Hop. Ensuite... en deuxième préféré, disons, ça va être Galenus. Donc Galenus, je l'avais précommandé après un essai sur SN l'an dernier. Il est enfin arrivé. Et donc ça va être un jeu où on va jouer des médecins. Donc il y a Galenus qui est un grand médecin savant, tout ça, à l'Antiquité grecque. Nous, on va être ses disciples, plus ou moins. On va devoir soigner des gens et augmenter nos pistes de connaissances. Donc ça va vraiment être une bataille sur la connaissance. Il y a un système de placement d'ouvriers qui, avec pas grand-chose, arrive à être original et vachement tendu. À chaque tour, soit on place un ouvrier, soit on commence à enlever nos ouvriers. À partir du moment où on enlève nos ouvriers, on ne reposera plus pour cette manche-ci. Si on enlève un ouvrier en premier d'un lieu, on est le premier à pouvoir soigner dessus. Donc normalement, il y a un pool, notamment il y a un pool de malades limité à chaque endroit. Donc si je peux soigner 3 verts et 1 jaune, et que sur place il y a plusieurs verts et plusieurs jaunes, ben j'en récupère 3 et 1, ça me fait les points correspondants, alors c'est un peu plus compliqué des points, mais ça me fait les choses correspondantes, et voilà, et je monte de 1 en connaissance dans l'un ou l'autre des lieux. Mais si on passe après quelqu'un et qu'on arrive à soigner un patient d'un type où il est meilleur que nous, il va nous aider.
dans le sens où on va gagner 1 de connaissance de plus pour pouvoir soigner à ses côtés. Donc ça, c'est vachement malin sur ce qu'on a envie de faire à quel endroit. Sachant qu'il y a vraiment une course sur ses connaissances et que c'est vraiment pas facile. Il y a des paliers qu'il faut passer en allant publier chez soi. On a envie de faire beaucoup plus de choses que ce qu'on peut faire à chaque tour. Surtout qu'on peut en faire plus, mais si on essaye d'en faire plus, on se fait griller et on fait plus rien. Donc cet équilibre, il est topissime. Il y a des compétitions un peu dans tous les sens. Thématiquement, c'est très chouette. Oui, je l'ai pas dit sur Sabika aussi. Donc celui-là, thématiquement, on est vraiment en train de soigner les 4 humeurs qui existent dans la théorie des humeurs. Donc on a des colériques, des flegmatiques, des bilieux, des gens avec de la bile, et je sais plus. Et tous les petits points de règle sont assez logiques, se tiennent bien, sont très ancrés dans une réalité historique, ça c'est très très chouette. C'était le cas aussi dans Sabika. Donc Sabika, vraiment, on construit la mosquée de l'Alhambra, donc à Grenade, j'ai envie de dire, et il y a plein d'éléments thématiques qui sont vraiment des références ou à la construction, à la philosophie des choses, à l'époque. Donc ça, j'aime bien. Il fallait que ce soit vraiment ancré dans son thème. Galenus est vraiment le plus thématique. On fait ça à Rome, mais c'est pas en Grèce. Voilà, donc ça, une très très belle découverte. J'en avais eu une très bonne impression sur le début de partie ASN, et là je fais la partie complète, c'est vraiment très chouette. C'est pas très long et les règles sont pas extrêmement compliquées. On est plutôt dans un format 1h30, 2 heures, mais c'est riche. C'est riche en pas grand chose, ouais, ça c'est gros enthousiasme. Faut vraiment que j'y rejoue. J'en ai encore fait qu'une là, je crois, peut-être 2, mais faut vraiment que j'y rejoue. Hop. Tiletum. Donc Tiletum, c'est un board and dice. Moi j'ai beaucoup aimé. Là, côté thématique, c'est beaucoup plus faible. Hein. On a différentes villes, il va y avoir des foires qui vont se passer à certains moments. On construit des cathédrales et on met des citoyens chez nous, mais ça pourrait être ailleurs, il n'y a pas de vraie référence. Après, moi je trouve que ça se tient et que moi j'aime bien l'univers un peu graphique dans lequel ça se situe. Pour ça, il va y avoir un système de dés avec un peu un trade-off. On va récupérer des ressources et des actions, et plus on a de ressources, moins on a d'actions. Les actions se tiennent un peu toutes entre elles pour aller se déplacer sur la carte, récupérer des citoyens, construire des cathédrales, récupérer des contrats, progresser sur telle ou telle piste. Donc il y a 5 actions différentes, c'est beaucoup, sachant qu'on n'en fait que 3 par manche. On peut, avec des bonus, jouer un petit peu sur les autres choses quand même. Et on va pouvoir les valoriser, et pareil, on peut pas tout faire, on peut quand même se spécialiser, renoncer un petit peu à certaines choses, en essayant peut-être par opportunisme de des fois en faire un petit peu. J'aime bien cette sensation de jeu, le côté frustrant entre dire « Ah, je me suis pas assez spécialisée » ou « Je me suis trop spécialisée », ça dépend vraiment. Chaque partie, il y aura des décomptes différents qui vont s'effectuer dans différentes villes, donc pour ça, il faut avoir soit une maison, soit un marchand sur place, et on va pouvoir jouer être évalué sur tel ou tel critère. Donc on peut viser que les critères qui nous intéressent et un peu renoncer à certaines choses pour mieux en faire d'autres. Ça, ce que j'ai pas très bien fait sur mes dernières parties, mais qui me donne vraiment envie d'en faire plus. Et sur la manière de construire dans sa maison ses citoyens, il y a une vraie question de combo, de qu'est-ce qu'on met en priorité, qu'est-ce qui va se passer, des petites courses avec les autres joueurs partout. On est quand même beaucoup sur le développement perso, on va prendre des dés qui vont les retirer aux autres, mais il reste quand même une part d'interaction sur la carte, sur plein de petites courses, sur où sont les priorités, et des fois piquer un truc aux autres, même si on aurait peut-être eu mieux ailleurs, mais que ça aurait laissé une opportunité de ouf. Ça dépend un peu. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon top 3 pour le moment. Donc Sabika, Galenus et Tiletum, 3 jeux que j'ai trouvé vraiment excellents cette année et que j'ai envie de rejouer là maintenant tout de suite. Ensuite, j'ai parlé de Fédération. Donc ça, moi, c'est un jeu que j'adore, que je joue depuis longtemps. Je suis pote avec les éditeurs ayant des auteurs, donc c'est un peu plus délicat de dire que c'est absolument génial, mais moi, je trouve quand même ça absolument génial. Pour moi, c'est du 4 joueurs, ça marche aussi à 3. On a un plateau, du placement d'ouvriers multidimensionnels. J'en ai déjà pas mal parlé. J'y ai joué un peu en septembre, depuis plus trop, parce que nous on y avait pas mal joué avant et qu'il y a tous les jeux des scènes là à jouer. Mais je sais que j'y rejouerai beaucoup, et je sais que c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Hop. Impression. Donc moi, Impression, c'est un jeu dont j'avais essentiellement pas entendu parler, j'avais pas trop suivi. Et c'est très bien. J'en ai fait qu'une seule partie. Donc j'attends d'y rejouer pour avoir une meilleure opinion. En plus, c'était la première partie de tout le monde à la table, donc c'est toujours un peu plus dur quand on est un peu perdu au début. Il va y avoir un système de déplacement d'ouvriers sur la carte pour aller faire des actions à chaque fois, et petit à petit, ils vont se fatiguer, et quand ils sont fatigués, on doit passer un tour à les remonter. Mais quand on les remonte, ça va nous permettre aussi d'activer, de récupérer des tuiles qui vont aller au bout de nos éléments, qui vont nous permettre plus tard, si on y arrive bien à comboter, d'être placés sur notre grille pour aller nous donner des gros bonus.
Et avec tout ça, on veut publier des bouquins qu'on va récupérer sur un display, qui vont petit à petit se passer les étapes à condition qu'on ait assez de temps et de ressources à dépenser pour réussir à les pousser en fin de tour, ce qui va nous redonner un peu... je sais pas si ça donne des bonus, ça donne des points en tout cas. Il y a plusieurs catégories vraiment dans lesquelles on veut avancer. Donc on a un espèce d'arbre de technologie sur lesquels on va pouvoir les activer par des technologies sur lesquelles on peut aussi placer des pouvoirs permanents, qui ne sont pas la même chose, pour regagner des ressources de plus en plus à chaque fois qu'on en fait, qui nous permettent de bien nous booster, donc des ressources et divers avantages. On va avoir une carte sur laquelle on peut se déplacer pour récupérer des bonus, on va avoir de l'argent, on va avoir des petites tuiles comme ça qu'il faut réussir à récupérer pour les accomplir, on va avoir une question de un petit peu de temps et de force à dépenser qui vont nous redonner des bonus. Il y a un côté où il ne faut pas se planter, réussir à avoir un petit moteur au début pour continuer à avoir des actions, continuer à gagner plus. Moi, je suis très enthousiaste et j'ai envie d'y rejouer. Là, je me rends compte que c'est un peu flou même pour moi, mais voilà, ça a été une grosse impression. Atiwa, donc Atiwa, j'en parlais juste ce matin. C'est un Rosenberg, on se développe sur notre plateau perso en allant vider nos ressources avec une extension de territoire, un thème écologique à base d'écosystème qui tient vraiment la route, de la pose d'ouvrier. Je le trouve addictif, je le trouve très bien. On n'est pas dans du gros expert, on est dans des jeux plus légers. Ça va assez vite à jouer. Les règles sont pas extrêmement complexes et en termes de profondeur, je pense qu'au bout d'un moment, on finit par en faire le tour. Mais voilà, c'est très plaisant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hop. Un peu dans la même gamme, disons, en termes de... Alors, les règles sont un peu plus compliquées, c'est peut-être un peu plus profond, mais pour moi, j'ai un peu le même sensation de jeu d'un jeu qui ne demande pas une implication monstrueuse non plus, même si on combotte et qu'on fait plein de choses et qu'on a sans arrêt de faire mieux, c'est Discordia. Donc un jeu où on récupère des bonhommes qu'on va devoir vider petit à petit, via un système où on va récupérer des bâtiments qu'on va pouvoir charger quand on récupère les bondés, pour activer divers bonus aussi qui vont nous redonner les choses. Ça a vraiment été... je savais pas trop si ça allait être bien ou pas, si ça allait bien marcher, et vraiment ça marche bien. C'est de la combo pure et dure pour réussir à activer un maximum de choses. Il y a des objectifs sur lesquels on est un peu en concurrence avec les autres, on essaye de se speeder. Sur les dés, il y a un joueur qui enlève son dé et les autres qui peuvent jouer les mêmes dés. On subit un petit peu les tirages par moment, et de meeple et de bonhomme, et de dés, mais ça fait partie du jeu. Voilà, ce sera pas un jeu qui sera parfaitement juste, où des fois c'est pas le meilleur qui gagne. Quand on gagne, c'est en général qu'on a quand même pas mal joué. Mais il est très plaisant, et il propose un truc qui change côté un peu expérience de jeu, et j'ai envie de le ressortir. Marrakech, donc ça j'en avais parlé aussi, donc c'est un Feld qui a un système assez original. On va avoir 12 actions, donc pour chacune des 12 couleurs qui correspondent plus ou moins chacune à un lieu. Chaque tour on va en miser dans une tour et ensuite on va les drafter pour aller refaire ces actions-là. Donc les actions, c'est de toute façon celles qu'on a choisies, mais on va améliorer les actions en fonction de ce qu'on a drafté. Donc il y a un truc un peu ambivalent où on va faire toutes les actions, mais on se spécialise dans certaines seulement. Donc côté sensation de jeu, c'est assez original de ce point de vue-là. Et ensuite, on monte sur diverses pistes, on fait diverses actions qui combinent bien entre elles pour gagner des ressources, pour faire des choses. Plein de combos possibles. Très feldien, moi je trouve, dans l'esprit, où on a vraiment ces ressources à payer à chaque tour, à chaque fin de tour pour pas être puni. On a les actions qu'on va choisir qui vont vraiment augmenter de force au fur et à mesure quand on se spécialise dedans. Des bonus quand on a tel truc avec tel truc, des actions permanentes, des modificateurs permanents ou temporaires. Plein de choses qui sont chouettes, c'est bien. Voilà. Ça, j'en ai fait 4 parties et j'aime vraiment bien. C'est peut-être pas celui qui se démarque le plus, même s'il a quand même sa patte propre qui ne ressemble pas à d'autres jeux non plus. Lacrimosa, je crois que c'est un des jeux où j'ai le plus joué aussi parce que ça fait partie des jeux que j'ai, tout bêtement. Mais il est assez facile à mettre en place, à jouer, il a attiré pas mal de monde et je pense que c'est un jeu qui peut faire une relative unanimité. Il va avoir ses fans, il va avoir les gens qui vont moins aimer, mais je pense qu'il y a peu de raisons de le détester vraiment. Je trouve qu'à 4, il est vraiment bien meilleur par contre. À 3, il me manque un peu de tension. J'en ai fait qu'une partie à 2 avec le joueur qui s'endormait. Bon là, c'était beaucoup plus plat. Il y a un système donc un peu de hand building, disons, où on va avoir 9 cartes qui vont petit à petit dans la partie se remplacer pour devenir des meilleures cartes. Mais surtout, on va aller faire des actions donc selon 4 spécialités qui correspondent à 3 types de points d'actions à dépenser, avec de la concurrence un peu partout.
une carte sur laquelle on va pouvoir se déplacer pour aller récupérer des bonus si c'est nous qui passons en premier. Un requiem sur lequel on va participer pour aller récupérer des bonus en fonction des compositeurs chez lesquels on aura contribué, tout en piquant la place pour les autres, ce qui va faire des points de fin de partie, avec potentiellement une majorité sur les compositeurs, et des bonus immédiats quand on pose les choses. Quand on fait nos cartes, on a différentes manières de scorer des sous, c'est assez tendu sur les sous, et ça c'est vraiment un truc que j'aime. Et d'aller comboter sur les diverses actions. Ça marche vraiment bien, c'est bien fluide, c'est très très bien à 4. À 2, j'ai pas envie d'y rejouer. Et voilà, ça, je sais que ça va être un jeu solide, auquel je sais que je rejouerai pas mal. Et le thème, oui, c'est Mozart, donc après la mort de Mozart, on finit sur Requiem, on raconte sa vie. C'est vrai que je vais pas trop parler du thème. Revive. Donc Revive, c'est un thème post-apocalyptique écologique un petit peu beaucoup plaqué quand même, hein, mais globalement ça va être du 4X qui est peut-être que du 3X, mais bon. On va développer, donc pour ça on va aller sur un territoire, explorer, puis après on va pouvoir sur les lieux d'habitation mettre des bonhommes pour nous débloquer les pouvoirs sur un arbre de technologie, et sur des terrains prendre la place avec des bâtiments pour aller augmenter sur des pistes comme ça qui vont nous débloquer différentes machines. Donc il n'y a pas de combat du tout, mais par contre il y a vraiment des courses pour avoir la place avant les autres, il y a vraiment de l'expansion, et il y a divers pouvoirs qui s'appliquent de manière assez maligne. Côté système de jeu, on va avoir des cartes qu'on va pouvoir placer autour de notre plateau pour récupérer des ressources principalement, et ces ressources nous servent à accomplir chacune des 3 actions. Donc il y a 3 types de ressources et 3 types d'actions, il y a une corrélation forte entre les deux. Et en plus de ça, on va pouvoir, grâce à des petits éclairs, activer nos machines si on en a assez, qu'on aura débloqué en progressant sur les pistes, et il y a vraiment une grosse partie combo perso. C'est un équilibre qui est assez chouette sur le jeu. Toutes les petites combos qu'on va faire sur notre plateau, de quelle carte on va jouer, comment est-ce qu'on active telle machine pour donner tel truc, il y a vraiment un jeu d'enchaînement et de combos assez solo, assez jouissif, mais en même temps, ce qu'on fait sur le plateau, ça intéresse tout le monde. Parce que là, on va aller prendre des places avant les autres, on va essayer d'avoir des bagarres, on va essayer de voir si l'autre semble avoir vaguement la possibilité de nous doubler sur un truc. Il va y avoir une vraie tension sur ce qui se passe par rapport aux autres, donc ça c'est très chouette, avec un côté, la combo personnelle, on n'est pas obligé de suivre précisément le tour des autres, donc en gros on s'intéresse à ce que font les autres, mais pas à comment ils le font. Et je trouve que c'est un bon équilibre côté interaction. Moi j'ai pas encore joué avec les plateaux avancés, donc il y a une pseudo-campagne qu'il faut pas faire, elle sert à rien. Le 2e épisode ajoute une petite règle qu'il faut vraiment jouer dès la première partie, qui est qu'il y a une action un peu qui nous permet de base soit de gagner une ressource, ou alors si on joue avec cette première extension, soit de gagner une ressource, soit d'activer une carte chez quelqu'un d'autre, mais dans ce cas, la carte se repose chez quelqu'un d'autre, ce qui fait qu'il va la récupérer plus vite en main, parce qu'il y a vraiment un cycle de récupération de ces cartes qu'on va pas pouvoir jouer partout, qui va de temps en temps nous obliger à hiberner, ce qui nous donne aussi des petits bonus au passage. Donc oui. Donc voilà, et sur le reste de la campagne, il y en a d'autres, c'est du setting un peu différent de parties pour avoir un peu plus de choses qui se passent sur la carte, des cartes avancées dans le deck que ça vaut le coup de mettre, un draft initial que nous on a fait avec certains en première partie et ça s'est bien passé, et la phase B des plateaux perso qui apparemment sont vraiment plus intéressants en termes de pouvoir, et quand on est un peu gamer on peut commencer par là. Moi je l'ai pas encore essayé mais j'en ai entendu de très bons retours. Tous les gens qui jouent aiment plutôt bien, et surtout il y a des joueurs qui ont des goûts assez similaires à moi, qui le trouvent très addictif, qui ont bien aimé, donc ça il faut vraiment que j'y rejoue. Hop. Precognition, je crois qu'on est au 11e là, donc on vient de voir les 10 premiers. Donc Precognition, ça va être un jeu assez épuré. On n'est pas dans du gros jeu, on est plutôt dans des formats assez moyens, par contre ce qui se passe, c'est tendu. L'idée, c'est qu'on est dans un bateau du post-apo, on va devoir sauver des humains en se baladant dans un marais et en ayant des médecins, des défenseurs qui annihilent des dangers en gros, des malades, des gens actifs, et on va jouer des cartes, on va pour ça affecter des bonhommes aux cartes, ce qui va nous donner donc soit des nouveaux bonhommes verts qui vont devenir des médecins ou des défenseurs, soit des nouveaux bonhommes bleus, ce qui va nous permettre d'augmenter notre population, ce qui est un des buts du jeu, soit de la nourriture, ce qui va nous permettre de faire survivre nos gus, qui est un des buts du jeu, parce qu'il faut des gus vivants à la fin de la partie, soit des batteries qui vont nous permettre de petit à petit débloquer des pouvoirs qu'on a sur le côté de notre plateau. Il y a des pouvoirs de base, que moi je trouve pas mal, mais qui sont un peu trop, qui donnent l'impression que quoi qu'on fasse, ça se passera bien, enfin... Voilà, donc sur ces 2 petits plateaux où on a les batteries. En mode avancé, on les draft, ça peut se faire dès la première partie, ça change un peu les types de pouvoirs que je trouve un peu plus intéressants. Et ça a l'air plutôt équilibré, sympa.
On fait pas grand chose, donc à chaque tour on va récupérer 2 cartes, on va appliquer ce qu'il y a sur les cartes en mettant les meeples dessus. Ensuite les meeples vont revenir malades parce qu'ils sont sortis, ils se sont irradiés, et ils vont se soigner à chaque tour, grâce aux médecins qu'on aura accumulés. Donc il n'y a que 4 types de ressources, c'est un équilibre entre tout ça, et ça repose sur un système de draft assez malin, où chaque tour on a 2 cartes posées devant nous et 2 cartes en main. On va choisir une carte parmi ces 4 cartes pour nous, et une carte parmi les 2 qui sont sur la table pour le voisin. Et donc le voisin va nous donner une carte. Donc il y a une carte qui vient de chez nous, une carte qui vient de chez le voisin. Sauf que les 2 cartes qu'on n'a pas utilisées sur ci, ça vient au voisin qui va nous donner la carte le coup d'après. Donc on lui donne le choix parmi 2 cartes, parmi celles qu'on avait pour le tour précédent, sur ce qu'on va récupérer plus tard, ce qui va avoir vachement d'importance parce qu'il y a une question de combo. Donc soit parmi nos machines, quand on a certains types de couleurs ou certains types de cartes, certaines forces, soit quand on a 2 fois la même couleur, on va avoir des bonus. Donc tout ça, on essaye de le prévoir, de faire en sorte que les cartes tombent au bon moment, dans le bon ensemble, tout ça. Et ça, c'est très sympa, c'est assez tendu. Faut vraiment faire gaffe à surveiller ces 4 curseurs, donc qui correspondent aux 4 ressources, pour pas être trop bas quelque part, pour pas se faire totalement avoir alors qu'on a fait une belle partie par ailleurs. Et voilà, j'aime beaucoup l'équilibre là-dessus. J'ai un petit doute, là j'en ai fait 5 ou 6 parties, je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve très addictif, j'ai envie d'y rejouer. J'ai un petit doute sur le renouvellement du jeu à force, comme c'est un jeu qui se joue assez vite et qui est très plaisant et qu'on a envie d'en faire beaucoup. C'est possible qu'en étant aussi épuré, il se renouvelle moins que d'autres jeux. Après, c'est aussi ce qui fait le plaisir du jeu, c'est d'en avoir un aussi épuré. Les machines, ça change un petit peu quelque chose. N'empêche que dans le feeling de jeu, on est relativement proche de partie en partie. Il y a un mode coopératif que j'ai pas du tout essayé. Council of Shadow, donc le nouvel aléa dans l'espace. C'est un jeu un petit peu bizarre. On va avoir un plateau sur lequel on va, un petit plateau personnel à 3 cases, sur lesquelles on va jouer des cartes qui vont nous donner des actions. Ces actions vont nous permettre de découvrir et de poser des cubes sur les différentes planètes de la galaxie. Donc au début, il n'y en a pas beaucoup, il y en a de plus en plus. Et à la fin de chacun de nos tours, on va retirer certaines de ces cubes pour aller faire des points. Donc plus si on est majoritaire, moins si on n'est pas majoritaire dans le système. Et comme ça, on marque des points au fur et à mesure de la partie. Le truc, c'est que chacune des cartes a une valeur de pollution qui va nous faire augmenter sur la piste, à côté de la piste de score. Et en fait, ce marqueur de pollution, c'est l'objectif de points à accomplir pour passer au niveau d'après. Donc le but, c'est de monter 3 fois de niveau. Donc niveau 1, puis niveau 2, puis niveau 3, et là, ça finit la partie. Donc on essaye de rattraper avec une course de plus on fait de points, plus on va prendre de pollution. Enfin, plus on fait des actions fortes, plus on prend de pollution. Réussir à bien compléter tout ça. C'est relativement épuré, relativement court. Les règles, on a quand même fait des erreurs de règles sur les premières parties, donc bon, voilà. Mais il y a un côté très tendu, ça joue en très peu de tours, il faut pas louper un coup. Il se passe des choses intéressantes dans un jeu ultra concentré, et ça c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Il était pas trop cher, quand on passe de niveau, on récupère des gros pouvoirs qui sont vraiment totalement game breaking, enfin ça donne des gros bonus. Faut que j'y rejoue plus pour jouer plus de manières de jouer différentes, pour trouver plus de choses à faire. Il y a l'air d'avoir plusieurs solutions entre ce qu'on récupère sur les cartes, donc on va récupérer des ressources qui vont permettre d'acheter ces cartes et se développer selon ce qu'on va faire. Et voilà, plein de choses sympas, envie d'y rejouer. Et je pense que ça peut s'enchaîner. Findorf. Donc Findorf, c'est un Friedman Friseux, donc un jeu de développement de Friedman Friseux avec un peu un marché de l'énergie qui est juste un marché d'achat-vente, et des grosses structures à construire. Globalement, le jeu est ultra épuré. Tout ce qu'on paye, c'est principalement avec de l'argent. Il y a 2 types de ressources, les rails et les argiles aussi, qu'on doit avoir au bon moment. Mais c'est pas un jeu... Enfin, il y a une action de production, mais c'est vraiment un jeu de gestion de comment est-ce qu'on dépense l'argent avant tout, avec du développement. Pour ça, on va faire une action parmi 4 à chaque fois, et on va pouvoir acheter des petites tuiles qui vont renforcer les actions pour les faire 2 fois, voire 3 fois plus. Voire 4 fois plus en cours de partie. Et quand on remonte sur une action plus haute que celle qu'on vient de faire, mais on a parfaitement le droit de faire plusieurs fois les mêmes actions, ou de descendre, ou peu importe, alors on va déclencher une phase de revenu qui va dépendre de combien de petites maisons on a placées sur le plateau et qui va accélérer la fin de partie. En bref. Les règles sont super simples et toutes les actions sont super unitaires, ça va super vite. On fait une action, paf, c'est au suivant, paf, c'est au suivant, paf, c'est au suivant. La phase d'administration met un peu plus longtemps, elle est pas tout à fait naturelle. Il y a des jetons qui se placent sur le plateau qui servent à rien, qui sont les vrais bâtiments de l'époque, tout ça. Il y a 2-3 petites règles sur les bâtiments plus anciens, 2-3 bâtiments spéciaux, des pouvoirs qui sont plutôt bien adaptés. Mais globalement, ça fait du revenu et des meilleures actions d'une manière ou d'une autre, et c'est une vraie course.
Il y a un côté win to win et lose to lose qui est assez fort, qui pour moi passe... Alors moi j'aime bien ce côté un peu développement effréné où on essaye vraiment de lancer la machine et aller au plus vite possible. Et je trouve que ça marche bien parce que le jeu est court. Du coup, comme le jeu dure 1 heure, bah, si on est un peu derrière et qu'on se rend compte à la moitié de la partie qu'on a pris du retard, on continue quand même à se développer, à faire des choses, mais c'est moins chiant que sur un jeu de 3 heures. Ce jeu-là qui durerait 3 heures, il serait pas bon, d'après moi. Mais là, il a un truc que je trouve vraiment plaisant, avec une envie de reviens-y. On joue avec 25 cartes de structure qui ont un peu leur spécificité. Dans la version de base pour découvrir le jeu, on a chacun des sets de départ donnés. La mise en place est quand même chiante, hein. En fonction du nombre de joueurs, il faut mettre les bons bâtiments aux bons endroits, tout ça. Quand on connaît le jeu, mais j'ai encore jamais joué avec une table qui connaissait le jeu, et là je pense que c'est nécessaire pour que ce soit intéressant, on peut drafter ces bâtiments pour avoir chacun une main de départ différente parmi les bâtiments qu'on va pouvoir jouer nous et pas les autres. Et ça, j'ai envie de le faire dans une partie où tout le monde connaîtrait. Bientôt, peut-être prochainement. Hop. Dompierre. Donc ça, Dompierre, j'y avais joué, je crois, en septembre. J'y ai pas rejoué depuis, j'ai très envie d'y rejouer. J'en ai fait une partie, j'ai dit, ah, faut que j'y rejoue rapidement, et il n'y a pas eu l'occasion tout de suite. Moi, je possède pas le jeu. Ça va être un jeu où on va faire des actions, donc on a 6 types d'actions qui existent. Chaque tour, quand on fait une action, on va augmenter la valeur de cette action. Ça va nous coûter potentiellement un prix en fonction de l'action la moins avancée, donc on a envie d'avoir une action en retard par rapport aux autres. Et la force de l'action va augmenter petit à petit au cours de la partie, qui va nous permettre de planter du raisin, donc on fait du champagne, planter du raisin, récolter pour aller presser, enfin récolter en fait, on plante pas du raisin, on en récolte pour aller presser du champagne, pour aller le vendre ensuite. Et le truc assez marrant, c'est qu'on a envie de faire que des actions qui rapportent du prestige. La manière d'avoir des points, c'est pas juste de vendre beaucoup et de faire de la quantité en faisant n'importe quoi, ça joue vraiment sur la qualité et sur le fait de faire des enchaînements qui vont réussir à donner les quelques points nécessaires à certains endroits. Bon, il y a aussi quand même un fond de roulement, hein, on fait des points, on fait des choses un peu globalement. Je l'avais trouvé vraiment assez sympa. Il y a un côté, les cartes qui sont tirées sur chaque route, même si on a une idée de ce qui peut se passer, il y a peut-être une petite injustice sur le tirage. Il se passe des choses. Au début, les actions paraissent simples. Après, ça s'enrichit vraiment au fur et à mesure de la partie. Il se passe vraiment de plus en plus de choses. Au début de la partie, ça paraissait simpliste. Et à partir de la moitié de la partie, on se dit « Ok, non, d'accord, je comprends ce qui se passe et j'ai envie d'y rejouer pour voir comment ça peut se passer en jouant un peu différemment sur mes actions. » À voir si les points sont vraiment au cœur du jeu, parce qu'il y a notamment des objectifs qui ont l'air assez forts. Pas mal de choses à faire. Voilà, ça c'est une grosse envie d'y rejouer pour me refaire une opinion le plus éclairée. The Wolf. Donc The Wolf, ça va être un jeu qui est moins du pur Eurogame. On a un peu du contrôle du territoire et on va globalement, un peu comme dans Sight ou autre, vider son terrain pour améliorer les caractéristiques de sa meute de loups au fur et à mesure. Donc là, thématiquement aussi, moi je trouve ça vraiment top, le fait d'avoir des meutes de loups qui vont aller chercher à s'étendre, avoir des packs de plus en plus gros, des terriers qui se transforment en tanières. Le fait de devoir encercler des proies avec plusieurs loups qui viennent de différentes directions pour pouvoir récupérer ces proies qui vont faire pas mal de points en les chassant. Le fait de pouvoir hurler pour convertir des loups solitaires à notre sol ou ce genre de choses, thématiquement c'est génial et je comprends pas qu'il n'y ait pas des jeux de principe de contrôle de territoire comme ça et d'extension qui soient pas déjà à terme troupeau, parce qu'en fait troupeau ou meute, ça s'y prête vraiment très très bien. C'est ultra fluide, les règles sont toutes simples. On a 4 ou 5 actions disponibles qui demandent d'utiliser 1 à 3 tuiles de couleur. Donc là par exemple si je vais faire une action de force 3, donc les forces 3 c'est vraiment des grosses actions très fortes du genre convertir les adversaires. Donc avec 3 pierres je peux le faire et du coup je retournerai ces 3 pierres et ce qui a marqué de l'autre côté c'est écrit dans les coins. Donc après j'aurai plus 3 pierres et donc il me faudra un temps pour me recharger en faisant d'autres actions ailleurs pour essayer de comboter sur les diverses couleurs que je veux. Pour pouvoir refaire des grosses actions en pierre. Pierre, c'est le terrain sur lequel ça s'effectue. Il y a différents types de terrains, on a envie de jouer un peu à différents endroits, on peut se déplacer, on peut construire des terriers, les convertir en tanières, convertir des loups solitaires, c'est en se déplaçant qu'on va chasser, ça va être une grosse source de points. Il se passe des choses. Chaque fois qu'on vire un élément du terrain, soit parce qu'on a remplacé un terrier ou qu'on a converti des loups solitaires, ou peut-être un autre truc, je ne sais plus, ça vient sur un espèce de calendrier autour, et c'est ce qui va déclencher les décomptes. Donc on a un petit pouvoir de frappe, un petit pouvoir de choix sur est-ce qu'on va déclencher rapidement un décompte ou pas, pour savoir la région qui va être décomptée. Donc les régions où c'est décompté, c'est question de majorité, des points pour le premier, des points pour le deuxième.
Et donc ça va se déclencher à différents moments du jeu, et quand on arrive au dernier déclenchement, ça finit la partie. On a aussi des points de fin de partie en fonction de ce qu'on a fait sur notre plateau. On peut récupérer diverses choses. Et oui, j'ai trouvé ça très bien, très fluide, et intéressant au point de vue de ce qui se passe. Il y a des vraies tensions. Le plateau est grand, donc c'est pas purement que agressif. Il y a des manières de se défendre qui sont un peu mignonnes parce qu'on peut vraiment aller convertir les autres, mais s'ils sont pas tout seuls sur leur case, si on a réussi à être assez loin, si on peut un peu le voir venir quand même, en fonction des terrains sur lesquels on s'arrête et des spécialités des uns des autres. Des fois, on peut quand même se faire avoir. Et il y a un côté prise de risque, extension, aller tenter d'aller marquer son territoire quelque part. Voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai envie d'y rejouer aussi. Weather Machine. Donc ça, c'est le dernier Lacerda. J'y ai joué à moitié. Donc je prends des pincettes. J'étais très fatiguée. Je me suis un peu endormie pendant l'explication des règles. Donc le début de partie, ça a été un peu flou. Et j'ai mieux compris en cours de partie comment c'était censé se passer. Déjà, j'ai une grosse déception sur ce jeu, c'est le thème. Moi, je m'attendais avec quelque chose à base de savants fous qui jouent sur le temps et la météo, que ces temps et la météo aient un effet global sur le jeu, et là, il n'y en a pas. Que ce soit l'orage ou le soleil, il n'y a pas de changement de règle, il n'y a pas de modification, on s'en fiche, c'est juste une roue d'une certaine couleur qui va coûter plus cher quelque part, après qu'on ait lancé la machine. Donc ça, c'est vraiment dommage. D'un autre côté, le thème un peu scientifique de je fais mes recherches, je lance ma machine, puis je publie, avec les petites avancées à divers endroits, ça se tient, la logique des actions se tient, donc il y a un côté chouette, mais pour moi, ce que la boîte vendait, c'était un peu autre chose là-dessus. Donc ça, c'est une légère déception, qui ne change pas la mécanique de jeu, l'intérêt de la mécanique de jeu. Donc le principe, c'est que vraiment sur son plateau, on va devoir aller effectuer différentes actions pour aller contribuer sur les actions pour récupérer ces espèces de bouquins qu'on va mettre sur des lignes chez nous. Donc il y a 3 grands lieux et il faut récupérer un bouquin de chacun des 3 lieux pour que la ligne soit complète. Une fois que la ligne est complète, on peut publier dessus. Quand on publie dessus, ça va nous donner donc une publication qui va nous permettre plus tard d'aller activer ce lieu-là pour aller récolter des points en fonction de nos publications en ayant contribué au bon endroit. J'aurais besoin de relire les règles en entier. Il y a vraiment des questions de ressources, de petits robots qu'on doit avoir en quantité suffisante pour réussir à activer nos choses, parce que c'est des petits robots qu'on va laisser sur les différentes actions et c'est ça qui va nous permettre d'avoir des bénéfices. Et si on en manque, on est dans la mouise. En même temps, pour mettre ces petits robots, il faut des tuiles, et que si on n'a pas en quantité suffisante, on ne peut pas les stocker. Il y a des ressources aussi qu'on va devoir aller chercher, qu'on va aussi stocker sur ces choses-là. On a besoin de se recharger de temps en temps. Mais pour se recharger, c'est pas toujours super facile. Il y a des pistes en haut de sciences que je trouve qui sont un peu anecdotiques. Et c'est du Lacerda, donc il y a plein de petits bonus un peu partout. Le système de jeu fait un peu penser à Kanban, où on va se poser quelque part, et il va y avoir un pion neutre qui va tourner autour jusqu'à la prochaine case disponible à chaque tour. Si on est le premier à se poser... Enfin, il y a un emplacement à gauche sur chaque action qui permet de faire une double action à droite et à gauche, à condition d'être... il y a 2 actions par lieu. Si on se met sur l'emplacement à gauche, on peut faire les 2. Mais il faut avoir assez de ressources pour être capable de le faire, ce qui n'est pas toujours évident. Et si on se met à droite, on va potentiellement gagner un petit peu de choses en fonction des gens qui sont déjà là. En très bref. Il y a des choses qui se passent en fin de tour, il y a plein de trucs qui se passent un peu partout, il y a des bonus activables un peu à tout moment qu'on va aller récupérer sur un des emplacements de la combo qui donne des petits bonus là, des petits bonus là. Ça aurait certainement pu être épuré, comme tout Lacerda. Le cœur du jeu me paraît sympa. Ça, j'attends d'y rejouer. Ça n'a pas été non plus waouh extraordinaire. Là, il y a un truc que j'ai jamais vu et qui me fait un gros effet. Contrairement à une Mars, par exemple. Il faut y rejouer dans les meilleures conditions. Terracotta Army. La photo est bizarre. Ça va y avoir. Donc Terracotta Army, ça va être un jeu où on va construire l'armée de terre sur les tombes chinoises, là, je crois. Et pour ça, on va mettre des petits soldats sur une grille qui vont nous rapporter des points selon divers critères, notamment des questions de majorité selon certains critères par rapport aux autres. Donc il y a les socles à notre couleur. Pour ça, on va jouer sur une roue. Donc à chaque tour, on va placer un petit bonhomme autour de la roue et on va appliquer ce qui est marqué dans le cadran. Potentiellement, il pourra évoluer en grand bonhomme. Les grands bonhommes, ils ont le droit de se placer là où il y a déjà un petit. Donc ça augmente la flexibilité. Quand on applique les 3 roues, on les applique toujours du centre vers le milieu. Le centre va nous permettre soit de récupérer des argiles, soit de payer des statues. Dans ce cas, il faut les avoir avant. Le milieu va nous permettre beaucoup d'interagir avec des marchands, que quand on les réutilise, ils vont nous redonner des bonus à chaque tour, mais la première fois qu'on y va, il va falloir payer quand c'est un nouveau qu'on n'a pas encore vu. Et celui du bas nous permet de récupérer des armes, qui permet d'avoir des bonus quand on place ses armes, ces petits bonhommes, ou des statues spéciales qui nous demandent systématiquement une arme là cette fois-ci, et qui vont accorder des bonus selon divers critères.
tout ça, cette mécanique sur les grilles, je l'aime vraiment bien sur la tension un peu de comment est-ce qu'on va pouvoir marquer des points en concurrence par rapport aux autres. On a envie de faire des grands groupes de trucs de même couleur, donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu conglomérat ou tout agglomérat plutôt, où tout le monde va avoir tendance à placer les mêmes statues de même couleur au même endroit. Il n'y a pas d'intérêt à faire de ma part, mais par contre pour trouver le bon emplacement qui va nous rapporter plus que les autres, c'est pas une évidence. Donc ouais, pas mal de trucs chouettes, ça reste un peu, pour moi, par rapport à ce que j'adore, un jeu un petit peu comptable où on a envie de voir, ok, j'optimise mon coût, je regarde quelles sont mes différentes possibilités, c'est quoi le maximum, ok, je vais aller faire ça. J'aime bien la compétition sur la grille, le système de jeu est sympa, ça marche, ça m'a moins halluciné. Il y a une question d'argile sèche mouillée, voilà, bon. Ça reste de la ressource, comme ça. Donc c'est bien, c'est bien, j'ai envie d'en refaire une. Les joueurs autour de la table, moi, n'ont pas aimé, donc ça a quand même contribué à l'impression de partie. Ils ont eu l'impression qu'il ne se passait pas grand-chose sous cette grille. Moi, je pense qu'il y en a qui sont passés un petit peu à côté. Parce que oui, on a tendance à faire des groupes de même couleur, mais pour moi, ça casse pas du tout ce qui se passe sur cette grille. Ça va aussi dépendre des objectifs qui sont tirés. Voilà, bon, à rejouer, et c'était bien sympa. Autobahn, il a plein de qualités et il a des défauts. Donc, ça va être un jeu de gestion, on va développer les autoroutes allemandes. Il y a un côté assez cool, assez particulier, qui est qu'on va faire des points uniquement grâce aux petits bonhommes qu'on aura fait monter en phase d'administration, qui vont être des multiplicateurs selon certains critères sur lesquels on se sera spécialisé. À part ça, tout ce qu'on fait ne fait pas de points. Par contre, quand on contribue au développement des autoroutes, ça nous permet de mettre des bonhommes sur le plateau. Quand on va faire des stations-service, ça nous permet de toucher des revenus quand les autres vont passer par chez nous. Et on va avoir une espèce de pick-up et delivery avec des camions qui vont se balader pour aller donc activer les stations-service et aller livrer des biens à l'étranger, ce qui va nous redonner divers bonus et qui peut être converti en points. C'est une des spécialités sur lesquelles on peut marquer des points. Les choses se tiennent assez bien, il y a un côté hand building là aussi, où on a des cartes de couleurs qu'on va jouer sur nos emplacements. Donc il y a une décorrélation, donc la couleur de la carte qu'on dit nous dit où est-ce qu'on va jouer sur la carte. On va forcément jouer sur l'autoroute en question. Et le type d'action qu'on va faire, par exemple poser une route ou poser une station-service, ça va être la colonne dans laquelle on va la placer, sachant qu'on est limité sur le nombre de cartes qu'on peut avoir sur chaque action. Donc on va être obligé de faire une recharge de temps en temps pour récupérer nos cartes en main, ce qui va nous redonner les cartes à jouer et nous redonner les emplacements. Il y a un truc vachement malin, il y a des placements de phare tour qui se passent sur nos camions, il y a des petits bonus à utiliser un peu à chaque moment, c'est assez cool, c'est pas fluide. Il y a beaucoup de maintenance à faire, enfin de maintenance, c'est pas de la vraie maintenance, mais nos actions se décomposent de plein de petites choses, il faut pas en oublier, c'est un peu la galère, on fait des choses un petit peu déconnectées dans le tout, on fait ça qui nous donne un petit bonus là, qui fait un petit truc là, qui fait un petit truc là, ah mais j'ai oublié de déplacer mon camion. Ça, je trouve ça un peu dommage. Et sinon, j'aime bien ce qui se passe quand même dans le jeu. Donc il y a un côté assez cool. Pareil, les finances, ça peut être plus ou moins tendu en fonction de comment est-ce qu'on joue. On a une route qu'on aime bien, qu'on a envie de développer. Ça a l'air très cool. Et je me demande, j'en ai fait que 2 parties, peut-être une 3e, si les parties se ressemblent quand même pas un petit peu. Voilà, de l'une à l'autre. Donc ouais, un côté bien plaisant en tout cas. C'est clairement un jeu à découvrir. Et il a des bons côtés. C'est un peu frustrant, c'est pas un jeu qui manque de qualité, c'est un jeu qui a des défauts pour moi. Ok, donc ça j'y avais joué aussi avant Essen, je crois que j'en avais déjà parlé sur ma chaîne. C'est un jeu dans lequel on va avoir des druides qui vont être potentiellement pouvoir être customisés avec des petits éléments qu'on va placer par-dessus pour leur donner un petit pouvoir supplémentaire. Et chaque tour, on va faire une action quelque part. Donc soit on joue avec une de nos cartes. Est-ce qu'il y a la carte sur un truc? Non. Donc on va jouer avec une de nos cartes qui va nous permettre de placer sur une des 3 clairières. Donc ça va nous coûter niveau 1, 2 ou 3 un certain nombre de la ressource en question. Donc par exemple sur la clairière des runes, qu'il faut avoir engrangé avant. Et ça va nous donner une action particulière à faire en fonction de l'emplacement sur lequel on s'est placé. Si jamais on se place sur quelqu'un d'autre, on peut y aller. Mais en ce cas, on doit renvoyer un de nos bonhommes, un de nos ouvriers vers les racines de l'arbre. Ces actions, elles sont assez variées, il y a vraiment plein de manières de la flexibilité. On peut récupérer des créatures, on va avoir des ingrédients, donc quand on passe le premier, on va passer du temps à aller récupérer les ingrédients à la fin de partie avec nos ouvriers qui n'ont pas été utilisés ailleurs. Donc il y a un peu à être là-dessus parce que notamment les ouvriers peuvent aussi être évalués sur l'arbre, utilisés sur l'arbre de connaissances au-dessus, où ils vont progresser ou nous donner des points, mais après on a moins d'ouvriers à jouer en tout. Et ces ingrédients peuvent faire des potions. On peut se développer en récupérant des nouveaux bonhommes, on a des artefacts, bref, il se passe des choses.
Les actions sont très unitaires. À chaque fois, on fait une action et ça va nous rapporter un certain nombre de points. Donc ça prépare un petit peu les actions suivantes en fonction des ressources, en fonction de plein de choses. Mais moi, c'est le truc que j'ai un peu moins aimé. Ce côté, je fais des points un peu à chaque tour, je fais des petits points ici, des petits points là, ok, c'est cool. Côté rythme de jeu, c'est pas mal, c'est pas oufissime, mais c'est pas mal. Côté interaction sur où est-ce qu'on se passe en premier, c'est plutôt cool. Côté ce qu'on fait, il y a un côté c'est pas mal, mais il n'y a pas non plus une dimension folle à ce qu'on va faire. Et les plateaux sont légèrement dissymétriques avec une action qu'on préfère, et nous, l'action, le joueur qui avait faire des potions gratuitement, donc faire des potions c'est assez chaud, il a passé sa vie à récolter des ingrédients et sa partie va l'air un peu moins intéressante que d'autres. Bon. Dans tous les cas, pour moi, ça n'a pas une portée folle, mais j'ai trouvé ça plaisant et j'ai quand même envie de refaire une. Hop. On arrive au numéro 20, donc Encyclopédia. J'en ai fait qu'une seule partie, dans des conditions un petit peu particulières aussi. On va récupérer des cartes qu'on va pouvoir... Donc on a des cartes en main, des cartes qu'on va pouvoir jouer devant nous. Quand on les joue devant nous, on va pouvoir accumuler l'étude sur différentes caractéristiques. Donc le thème, c'est que on étudie des oiseaux, la faune et la flore à certains endroits, enfin des oiseaux, différents animaux, que des animaux en fait. Donc ça joue en plusieurs étapes. D'abord, on va aller repérer les animaux. Ensuite, on va aller les jouer et les étudier en allant poser sur différents continents. Et après, on va aller publier sur ces animaux en utilisant les cubes qu'on a mis dessus. Donc on a un animal de référence et on fait une étude croisée avec d'autres animaux. Donc on va pouvoir déposer tous les cubes des caractéristiques communes à l'animal qu'on a désigné sur ce tableau-là pour marquer des points. Et publier nous redonne un bonus qui nous aidera peut-être à republier plus tard. Pour ça, il y a un système de dés, donc c'est du placement de dés. Donc chacun a 4 dés devant lui qui va lancer et placer devant lui. Et le truc assez cool, c'est qu'on n'est pas obligé de jouer nos dés à nous, on peut jouer les dés de n'importe qui, mais quand on joue les dés d'un adversaire, on gagne le petit bonus en face duquel il a mis le dé. Donc on a envie de mettre les dés que les autres veulent en face des bonus qui les intéressent, en fonction de si on est premier ou dernier, on peut mettre un dé qu'on veut ou pas sur le truc qui donne pas de bonus. Il y a vraiment des questions de combinaison de cartes, donc il y a du tirage, hein, ça ne fait pas de doute, mais il y a vraiment des choix à faire autour de ça, et surtout aller étudier les animaux pour aller mettre différents nombres de cubes dessus. Ça coûte cher, donc il faut des gros dés, et il faut en plus dépenser des thunes en plus, parce que les thunes, c'est vraiment à compenser les dés, pour aller faire plein de choses d'un coup. Du coup, moi j'ai bien aimé ce qu'on y faisait. C'est vraiment assez cool. C'est peut-être un petit peu long pour ce que c'est, je ne sais pas trop. Mais il y a de la collection sur divers critères, avec vraiment des dés à bien utiliser pour réussir à optimiser un peu ses coûts. Il y en a qui ont dit que ça valait vraiment le coup de tout publier en une fois à la fin. C'est pas si vrai que ça, parce qu'avec les caractéristiques communes, ça peut permettre de grignoter un peu des points à droite à gauche. Dès qu'on publie, dès qu'on étudie, on marque des points tout de suite. Et surtout, ça va nous donner des jetons qui servent à rejouer. Et ça, on a envie d'en avoir assez pour rejouer au moins une fois par tour. Et ça peut nous permettre en plus de bouger les dés. Donc, si on en a trop peu, je pense qu'on est un petit peu bloqué. Surtout qu'à la fin, sur les derniers dés, il nous reste pas forcément grand-chose de fou à faire. Donc, je dis pas que c'est une mauvaise idée, mais je pense que des fois, il y a d'autres optimisations. Bon, en tout cas, j'ai envie d'y rejouer. J'ai trouvé ça cool. Voilà. C'était une belle découverte. Après, c'est pas... Voilà. Encore une fois, côté ampleur du jeu, on n'est pas dans Sabika, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Planète B. Planète B, j'ai trouvé ça très plaisant. Je m'attendais... Alors, je savais pas trop à quoi je m'attendais, parce que je me suis attendue à moins, puis à plus, puis ça a un peu fluctué. J'étais pas trop sûre des opinions des gens, donc... voilà, mais... Donc... L'idée, c'est qu'on a une nouvelle planète sur laquelle on arrive, et on va faire de la politique dessus, donc on est un peu des politiciens véreux, donc on peut être corrompu ou pas, les deux sont bien. On va gagner de l'argent, et on va essayer de détourner un maximum d'argent pour faire nos points de victoire. Donc ça c'est le thème, mais en gros c'est juste que les points de victoire sont marqués aussi par les billets, ce qui n'est pas toujours évident côté manipulation. Pour ça, on va faire des petites actions avec des valises, donc c'est une espèce de pose d'ouvrier, sauf que les ouvriers sont à tout le monde, donc on va aller choisir une des 3 actions du jeu actuellement présentes, donc elle varie un petit peu, au fur et à mesure de la partie, elles reprennent des symboles qui permettent d'activer différents types d'actions. Et on va se placer dessus et faire l'action. Ce qu'il y a, c'est que le dernier à activer l'action parmi je crois que c'est la 4e valise, va en plus déclencher un petit décompte qui peut être plus ou moins opportun à certains moments et qu'on n'a pas envie de laisser aux autres, mais qu'on a peut-être envie de faire quand même l'action qui correspond. Donc ça, côté timing, côté mécanique d'action, c'est plutôt sympathique. Il y a des spécialités avec des petites pistes sur lesquelles progresser, c'est assez cool. Et globalement, on va prendre des bâtiments, donc là on les voit pas trop, mais on récupère des cartes qui vont être des bâtiments qu'on va poser devant nous, qui vont nous permettre de mettre des bonhommes dessus pour activer leurs actions. Là où j'ai trouvé ça sympathique, mais un peu sans plus, c'est que ces bâtiments,
Il y en a qui font un peu le café. Si on arrive à avoir une bonne combo, moi j'avais une bonne combo en début de partie avec un truc qui produisait de la viande et un autre qui consommait de la viande. Et du coup, j'ai un peu tourné en rond dans mes bâtiments à toujours faire des actions à 30 points toute la partie, ce qui est beaucoup de points. Il y a des gros déséquilibres de points de l'un à l'autre. Ça en fait un jeu plaisant. Pas forcément un jeu très fin, mais un jeu qui est très plaisant où ça tourne vite, les règles sont assez simples, il se passe des choses, ça change un petit peu. Voilà. Je l'ai pas trouvé hallucinant non plus. Et j'aime quand même bien. Même là, on en est au 21e jeu et je l'aime bien. Come Together, pareil, j'aime bien. Donc comme quoi, il y a beaucoup de bons jeux cette année. Donc Come Together, on va faire un festival de musique. Pour ça, on va avoir des scènes sur lesquelles on va poser des artistes et on va avoir des campements sur lesquels on va pouvoir récupérer des meeples, donc des fans qui vont venir assister au concert. On va jouer en 3 manches, 3 jours de festival, et à la fin de chaque jour de festival, on effectue nos concerts pour marquer des points. Les points vont principalement dépendre de nos marqueurs de publicité. Donc on a 3 types de publicité. Un qui fait des points pour les petits artistes à découvrir, un qui fait des points pour les superstars, en général ça fait plus de points, un qui fait des points en fonction d'un critère qui dépend du tour en cours et qui peut nous en faire perdre, et un qui va pas être des points directement, qui va potentiellement faire des points quand il passe quelque part, qui va être en fonction des fans présents sur notre camping, qui va nous permettre d'en garder d'un tour sur l'autre et potentiellement de valoriser les points qu'il y a dessus. Tout ça, ça marche plutôt bien, il y a des petites mécaniques, voilà, ça, c'est classique mais ça marche. Le truc assez cool, c'est que c'est un peu un jeu de FOMO, de Fear of Missing Out, puisque donc à notre tour, on va soit poser des ouvriers quelque part, soit choisir d'activer un lieu sur lequel on a posé au moins un ouvrier. Quand on active un lieu, tous ceux qui sont sur le lieu vont récupérer les cartes qu'ils ont réservées. Quand on pose des ouvriers, on gagne juste un petit bonus immédiatement, sinon on réserve la carte pour plus tard. Et on va pouvoir en plus gagner de la publicité, donc toujours parmi 2 types qui sont dépendants de la réglette sur laquelle on s'est placé, à hauteur du nombre d'emplacements occupés quelque part. Donc quand il y a 4 emplacements occupés quelque part, on a 4 avancées de publicité, ce qui est vachement important pour faire plein de choses. Du coup, quand il y a une bonne action qui est en train de débloquer, on a envie d'y aller, mais des fois c'est pas vraiment notre priorité, on a envie de jouer ailleurs aussi, et cette sensation de jeu, elle est plutôt cool. On n'est pas dans du gros jeu. Ça reste vaguement catégorie Eurogame, mais vraiment léger. Côté mécanique, c'est pas lourd du tout. Je trouve que ça manque un petit peu de rythme au moment de la résolution des concerts, mais sinon tout le reste tourne très très bien. Et donc oui, dernier truc que j'ai pas dit, quand on résout une case, les bonhommes utilisés viennent au milieu, en repos, et il va falloir faire une 3e action, qui est l'action de repos, pour les récupérer, qui permet en plus d'avoir un bonus, donc potentiellement de sacrifier un bonhomme pour enchaîner ailleurs, ou de faire autre chose. Du coup, tout ça, ça crée vraiment une question de timing sur les bonhommes disponibles à tel ou tel moment pour réussir à activer les choses de la manière qui nous arrange le plus, et ça marche très bien dans ce genre-là. Enfin, bien en tout cas. Voilà, le thème est plaisant, moi je trouve. Donc ça, c'est assez chouette. Woodcraft. Donc ça, Woodcraft, ça faisait partie des grosses attentes. Alors désolé, il y a un reflet horrible. Moi, j'ai pas été si convaincue que ça. Alors, j'ai pas détesté, mais c'est vraiment du casse-tête de résolution. Alors, il va se passer plein de choses, on va avoir des assistants, on va avoir des éléments pour couper du bois, des choses comme ça. Donc l'idée, c'est qu'on va récupérer des commandes qui vont nous demander d'avoir certaines ressources de bois, donc qui sont représentées par des dés de 3 couleurs, d'un chiffre précis et d'une couleur précise. Et pour ça, on va pouvoir les livrer à n'importe quel moment, mais à condition d'avoir les bons dés. Et pour avoir les bons dés, on les lance pas. Juste on les récupère, on peut les faire grandir dans des pots en faisant pousser du bois, on peut les découper, on peut les recoller, on peut en racheter d'autres, on peut les mixer avec d'autres dés, on peut faire plein de choses. Et donc c'est vraiment un jeu à objectif fixe où la ressource est extrêmement variable, celle qu'on récupère. Donc ça, c'est assez plaisant. Sur la fin de partie, il y a quand même du gros casse-tête sur comment réussir à faire ses objectifs. Et il y a un aspect que moi j'ai trouvé plutôt déplaisant, qui est moins ce que j'aime moi, qui est de la résolution. De ok, je pense que mes 2 commandes, je vais pouvoir les faire là et réussir à optimiser mon tour. Je sais pas comment et je vais passer un quart d'heure à réfléchir à exhaustivement comment le faire. Donc moi ça m'agace un peu. Après on récupère plein de bonus dans le jeu de plein de manières différentes qui combattent bien entre elles. Il y a un système de roues, on prend l'action, plus l'action n'a pas été sélectionnée depuis longtemps, mais pas exactement parce qu'il y a un peu d'autres choses qui jouent, plus on va avoir de bonus. Tout donne des petits trucs, il y a plein de manières d'avoir de la flexibilité de plein de manières différentes, et ça c'est vraiment plaisant. À la fois c'est plaisant et à la fois c'est ce que j'aime pas. C'est ce qui fait qu'au bout d'un moment on doit résoudre le truc, et ça peut faire des tours qui peuvent être longs et qui peuvent être frustrants de passer à côté. On va pas dire bon tant pis je vais renoncer parce que non ça nous fait la moitié de nos points quoi. C'est vraiment important de réussir nos commandes et c'est faisable en plus, il y a vraiment une grosse flexibilité. Du coup je pense que c'est exactement ce qui plaira à d'autres qui moi m'a un peu moins plu sur Woodcraft, qui par contre est très mignon et qui apporte quelque chose je pense. Voilà.
mais moi ça m'agace. Hop. Hamlet, alors ça, Hamlet, c'est... Il y a des trucs chouettes, mais en même temps, je suis un peu mitigée. On a un village qu'on va construire petit à petit en rajoutant des tuiles. Sur ces tuiles, on va pouvoir produire grâce à des bonhommes qu'on va utiliser. Donc à chacun de nos tours, on utilise tous nos bonhommes. Et le gros truc, c'est qu'on doit réussir à transporter les biens d'un emplacement à l'autre de la carte pour pouvoir les utiliser, parce que sinon, ils n'appartiennent à personne. On peut parfaitement utiliser les choses que d'autres personnes ont produites pour aller faire ce qui nous intéresse, nous. Quand on va produire, ça va quand même nous rapporter des points plus tard quand les autres vont utiliser nos ressources. Ça ne change pas, c'est toujours le cas. Et quand on va utiliser des bâtiments, ça va nous rapporter des points et divers avantages de production ou autres. Il y a le truc que j'aime pas trop, qui est que chaque action vaut un peu des points, directs ou indirects, mais voilà, les actions sont assez unitaires. Il y a un côté développement où on est obligé d'avoir plus de bonhommes et plus d'ânes pour réussir à progresser, qu'on va devoir dépenser à un moment ou à un autre. Il y a un côté par contre interactif assez malin de se mettre dans une situation où les autres vont pas pouvoir utiliser les trucs tout de suite et vont être obligés de nous débloquer des actions meilleures pour nous, donc ça j'aime bien ce type d'interaction. Mais il y a un côté un peu laborieux dans ce qui se passe sur le plateau, à droite à gauche pour aller lire toutes les choses. Ce qu'on fait est pas palpitant. Voilà, la grosse action du jeu c'est j'ai livré 7 pièces à la banque, wouhou. Bon. Voilà, donc ça, il y a un côté pas tout à fait super prenant, un côté assez unitaire. Je pense qu'il gagne quand même quand on connaît un peu mieux, parce que les tout premiers bâtiments qu'on construit, ça va débloquer de nouveaux bâtiments qui vont arriver dans la pioche de bâtiments, qui petit à petit vont nous permettre d'avoir de plus en plus de choses. Il y a des bâtiments qui font des points, il y a des bâtiments à points et des bâtiments de production, il y a des questions de plus grande route, donc il se passe quand même des choses, il y a quand même des choses intéressantes sur qu'est-ce qu'on va débloquer, est-ce que ça va nous intéresser plus nous ou plus les autres. Mais voilà, c'est pas de réussir à se mettre dans des coins un peu plus difficilement accessibles. J'ai pas trouvé ça non plus ultra fou sur ce qu'on fait en pratique, même si l'interaction est chouette. Hop. Deal with the Devil. Alors ça, je sais toujours pas trop quoi en penser. J'en ai fait 3 parties. Ouais, je crois que j'en ai fait 3 parties. Une seule vraiment au calme, en ayant maîtrisé les règles. On va construire des cartes qui vont dans un empire médiéval pour marquer des points de victoire, principalement grâce aux cartes qu'on a construites, mais pas que. Et pour ça, on va avoir des ressources qu'on va pouvoir s'échanger entre nous. Donc il y a un système d'échange caché où on va avoir des coffres dans lesquels on va placer des choses cachées à l'intérieur, qu'on va proposer à la vente aux autres. Donc c'est nous qui mettons le prix auquel on propose. Et secrètement, on ne sait pas qui est le coffre de qui. On va voir un coffre, accepter l'offre ou la refuser à chaque tour et la rendre à son propriétaire. En fait, il y a 2 propositions qui s'en viennent à son propriétaire. Le truc assez mignon, c'est qu'il y a des rôles cachés en plus de ça, donc il y a 2 humains, un cultiste et un diable, et le but du diable c'est d'acheter les âmes des autres. Le but du cultiste c'est de vendre ses âmes, et le but des humains c'est de faire des combinaisons de bâtiments, en gros. Ça, il y a des trucs qui marchent plutôt bien, il y a des phases d'inquisition, on va essayer de repérer l'un et l'autre. Voilà, il y a une manière de faire des emprunts, et l'argent peut toujours nous servir à racheter des choses à la banque. Il se passe des choses, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai trouvé ça aussi un petit peu laborieux, avec des phases un petit peu découpées, un petit manque de fluidité, et je suis pas assez dans le jeu pour ce que j'ai envie d'y être. La portée de ce qu'on fait sur construire les bâtiments, qu'on ait pouvoir, c'est pas mal, mais c'est pas si fou. Le côté guessing un peu sur les gens autour de la table, c'est sympa. Après, si on veut vraiment suivre à fond qui a touché quelle ressource et a pu échanger ça, ça devient un petit peu laborieux. Le principe des inquisiteurs et le thème, j'aime beaucoup, beaucoup. Et ça marche, en fait. Tout marche. Il y a pas... Je pense pas que le jeu ne marche pas. Je pense qu'il a un côté un peu froid et un peu studieux, rigoureux, qui, moi, m'amuse un peu moins. Je pense que c'est dur à ce qu'il devienne fluide. Et bien comprendre les enjeux, c'est un peu nécessaire pour que la partie se déroule bien. Ça, je pense que ça peut se passer quand on maîtrise un peu mieux le jeu. C'est pas non plus en fait monstrueusement compliqué. Il faut réussir à le prendre dans le bon sens. Mais le fait que tout soit très découpé décourage un peu ça. Il y a un truc qui est un petit peu bizarre sur la réputation à travers avec l'Église. Donc, ce qui compte, c'est d'être réputé auprès de l'Église. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on fasse des choses vraiment bien ou pas. Côté un peu thématique, c'est mignon aussi. Et le diable, comme il a plusieurs sources, il peut plus facilement faire de la réputation. Il y a un côté un peu win-to-win et lose-to-lose. C'est un peu compensé à chaque tour où ça revient un petit peu vers le milieu, enfin même pas mal vers le milieu. Mais si on commence à être mal avec l'église et qu'on commence à avoir un peu moins de ressources, on s'enfonce et ça devient un peu de pire en pire. Ça, c'est une sensation que j'ai moins aimée. Voilà. Du coup, je suis assez mitigée. Endless Winter, donc pour le moment j'en ai fait qu'une partie à 2 et je pense que 2 c'est pas la bonne config. C'est un jeu qui mélange un peu deck building avec la pose d'ouvrier.
On va jouer en 4 manches. Chaque manche, on va jouer 3 ouvriers qui vont aller sur une action, déclencher les actions en gagnant soit des nouvelles cartes, soit des huttes sur le plateau, soit des cartes de culture qui vont être des actions un peu unitaires, soit en allant faire de la chasse qui nous donne des animaux, ce qui nous fait des points de collection et nous plein de nourriture quand on les tue. On peut en manger une à chaque fois qu'on fait de la chasse. Et tout ça, ça va nous permettre de gagner des majorités sur le plateau qui vont nous faire des points de victoire ou des ressources, de passer des monolithes qui vont rapporter des points de victoire aussi plus tard, et d'aller vider notre plateau pour avoir de plus en plus de bonus à l'éclipse. Donc l'éclipse, c'est ce qui se passe en fin de manche, sachant qu'on va jouer 3 tours, et à la fin de 3 tours, les cartes qu'on n'aura pas jouées, donc les cartes, ça sert à renforcer les actions. Donc il y a les cartes de culture qui permettent de faire des actions unitaires, et il y a les cartes d'action toutes bêtes qui permettent donc de jouer donc la force ouvrière sur nos actions et potentiellement de gagner d'autres choses. Celles qu'on n'aura pas jouées, on aura le droit de les mettre à l'éclipse ou de les garder pour le tour d'après, et en éclipse, elles ont un pouvoir qui peut être plus ou moins sympa. Celui qui a joué le plus de force à l'éclipse sera premier joueur au prochain tour, ce qui est intéressant, mais en plus de ça, ça donne un bonus. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Tout le monde gagne un bonus, mais le premier a permis tous les bonus, le deuxième permet moins de bonus, etc. Du coup, à 2, il y a moins de compétition là-dessus, et ça, j'ai trouvé ça un peu plus plat, et ça m'a donné quand même envie d'essayer à plus. Il y a plein de petites extensions que j'ai pas essayées, et j'ai pas été ultra convaincue parce que les 4 actions sont relativement décorrélées les unes des autres. J'ai pas trouvé une grosse tension sur l'enchaînement, ce qui donne l'impression que je vais un peu là où c'est disponible pour faire les points qui sont disponibles. Si on n'est pas le premier à faire une action, on peut toujours la faire, juste on a moins de bonus. On a un peu des spécialités en fonction des cartes qu'on prend, mais voilà, sur ce choix d'action, j'ai pas trouvé une tension qui m'a vraiment beaucoup intéressée. J'attends d'y rejouer. C'était peut-être aussi l'effet première partie, c'est peut-être un peu l'effet de joueur, c'est peut-être à voir. Il y a des modules qui doivent rajouter des choses. Starship Captain, il est plaisant, il est fluide, on a des petits bonhommes devant nous qu'on va pouvoir utiliser pour faire des actions, donc on va récupérer des bonhommes de couleur. Au début on en a un de chaque, et petit à petit on va pouvoir en avoir un petit peu plus, et surtout des bonhommes plus spécialisés ou des bonhommes améliorés avec un petit cercle, à condition d'avoir eu assez de médailles. Et pour ça, ils vont nous servir donc à se déplacer, à aller tirer sur les obstacles dans l'espace, à aller récupérer des cartes de technologie qui vont nous donner des avantages divers et variés, ou aller se réparer pour enlever nos points de dégâts et pouvoir restocker des choses chez nous. Mais surtout, quand on arrive sur la carte, à aller effectuer des missions. Donc pour ça, il faut avoir son vaisseau quelque part sur une mission, et ça va nous demander de dépenser de 1 à 3 bonhommes en fonction du nombre de lignes qu'il y a dessus, et si on arrive en plus à dépenser les bonnes couleurs de bonhommes qu'on aurait disponibles à ce moment-là, on a des bonus qui sont assez cool, et qui nous permettent notamment d'avancer sur ces pistes-là, sur le côté, qui vont nous donner divers bonus au moment où on atteint certains seuils. Du coup, tout ça, ça tourne bien, c'est assez plaisant, c'est assez fluide. On est dans un format beaucoup plus intermédiaire, hein, c'est pas du gros jeu, c'est assez facile à aborder. Il y a divers bonus, c'est sympathique. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu plat quand même, c'est moins ma catégorie de jeu. Voilà, c'est plaisant, mais je ressens pas une tension folle. Pilgrim, alors ça, je suis mitigée et je suis toujours en attente d'en refaire une partie. C'était la première partie pour tout le monde, j'avais lu les règles, je pense qu'on a pas fait d'erreur de règles ou assez peu, mais par contre on les maîtrisait pas, et les tenants et les aboutissants des actions étaient très flous, et ça, si j'y rejoue, je l'expliquerai mieux, et j'arriverai mieux à y voir. On a un principe d'awalé qu'on va aller utiliser sur les tuiles. Il y a des placements plus ou moins faciles, je crois qu'on a fait aléatoire au début, ce qu'on aurait peut-être pas dû faire. Donc on va aller égrener des ouvriers d'une case, celle de notre choix, y compris du milieu, qui a un chemin de sortie et un chemin d'entrée, sur les tuiles, puis on va choisir une des tuiles sur lesquelles on a des bonhommes, résoudre la tuile, donc faire une action de force 1 ou 2 en fonction de si on est majoritaire ou pas en bonhomme, et remettre les bonhommes au milieu. Les actions, c'est que des toutes petites actions, je crois qu'on en fait 24 dans la partie, et c'est des actions vraiment toutes assez minables, et on essaye de faire des routes, donc le but c'est de relier les sites de pèlerinage. Nous, dans notre partie, on a quasiment rien fait, je pense qu'on a très mal joué les revenus, on se sentait assez bloqué à chaque fois, on faisait 4 fois gagner un blé. Bon, voilà, je pense que ça demande d'être plus maîtrisé et d'accepter le fait que ce soit des toutes petites actions et qu'il faut faire des gros sacrifices pour réussir à gagner plus tard, réussir à un peu se débloquer, réussir à aller un peu de l'avant pour faire des actions plus utiles, pas dépenser les choses inutilement dans des chemins qui vont aller nulle part, ça c'est pas bon du tout. Voilà, faut y rejouer. Ça a l'air assez technique. Voilà. Peut-être plus que ce que j'aime.
Jeanne d'Arc, c'est le roll and write d'Orléans. On a des petits jetons qu'on va aller tirer du sac, puis on va en prendre un chacun notre tour jusqu'au premier joueur qui en reprend un. Quand on prend un petit jeton, il peut faire une des actions correspondantes à ce petit jeton, donc construire des bâtiments, relier des endroits, vraiment à l'Orléans. Et tout ça, ça nous fait des points de manière assez maligne selon les lignes et les colonnes. J'ai trouvé ça plaisant, j'ai pas trouvé ça extrêmement original. Voilà, côté sensation, j'ai pas eu une vraie impression de nouveauté, même si tout tourne bien, ça fait vraiment roll and write, dans une pure sensation comme ça. Et c'est pas mal. Même si on roule pas, on tire des jetons, mais c'est pareil. Hop. Twilight Imperium, j'en ai parlé, ça j'étais un peu déçue, voire pas mal déçue. On a plein de... On doit enchaîner, donc c'est du roll and write aussi. Avec les dés, on va les utiliser pour cocher des cases chez nous. Et on va essayer d'enchaîner les trucs pour déclencher un maximum de bonus. Ce qui se passe en général quand on va cocher, c'est que on va avoir un ou deux symboles qui nous sont donnés. On va les mettre quelque part. Donc les symboles nous permettent de faire différentes actions sur les 4 plateaux, sur un plateau. Et ça va donner le plateau qu'on choisit de jouer. Et ensuite, on lance les dés pour savoir comment est-ce qu'on les joue. On peut débloquer les dés de couleurs supplémentaires sur chaque plateau si on s'est développé et qu'on a réussi à avoir des bonus à droite à gauche. Moi, ce que j'ai vraiment pas aimé dans le jeu, c'est qu'il y a une difficulté de lecture qui est importante parce que dans toutes ces grilles-là, on va avoir des bonus à certains endroits qu'il ne faut pas oublier d'utiliser au bon moment. Et moi, ça, je l'oublie et ça me gave de passer du temps à lire mon jeu pour savoir qu'est-ce que j'ai de disponible. Ça, je trouve pas ça correct. Enfin, voilà, pour moi, c'est problématique. Et c'est très très solo. Il y a des systèmes de vote et d'attaque, mais globalement, c'est du développement solo. Il y a un côté choix un peu arbitraire sur l'un ou l'autre des plateaux. On a l'impression que, bof, dans les deux cas, ce sera bien, on fera des choses. Même si on a des spécialités, même si on a des choses qu'on a envie de faire. Les peuples, pour le coup, il y en a plein qui nous donnent des pouvoirs spéciaux qui sont assez bien fichus pour donner une impression de changer un peu ces parties. Mais moi, j'ai pas été enthousiasmée. Voilà, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de choix sans tension, encore une fois. Donc j'y ai pas mal joué en solo et j'en ai fait une partie à plusieurs et ça m'a pas réconcilié avec le jeu. Donc c'est pas... Je refuserais pas d'en refaire une partie, hein, j'ai pas trouvé ça horrible. Mais voilà, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Hop. Beer and Bread, donc ça va être le dernier dont je vais parler, donc mon 31e. Il a très bonne presse et en fait ça m'étonne un peu parce qu'il y a des ressources, alors là le jeu n'est pas installé parce que j'ai oublié de faire une photo, il y a des ressources sur les champs et à chaque tour on va jouer, donc il va y avoir un système de draft de cartes qui est plutôt mignon, qui alterne entre deux systèmes de draft à 2 joueurs. Et à chaque fois on va jouer cette carte soit pour faire une récolte pour récupérer les ressources qu'il y a dessus et potentiellement les ressources de même type sur les cartes déjà jouées en tant que récolte ce tour-ci, soit pour dépenser des ressources pour aller faire une recette qui va nous valoir des points de victoire, donc des points soit en pain, soit en bière, et c'est le minimum des deux qui va compter à la fin, soit la jouer en dessous de notre plateau pour libérer les emplacements de cuisson, donc tant qu'on a cuit un pain, si on n'a pas placé une carte en dessous, on ne peut pas recuire du pain, a priori sauf pouvoir, et nous donner un petit pouvoir permanent. Donc à chaque fois on a ces 3 choix quand on joue une carte, et moi en fait j'ai trouvé ça un peu plat, c'est vraiment de la collection de ressources pour avoir la bonne combinaison de ressources par rapport à nos recettes à côté. Il y a une question de stockage qui est assez mignonne parce que si on expose notre stockage, notre excédent va chez l'adversaire. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Le cumul des cartes et comment les draft c'est quand même plutôt cool, mais le tout, voilà, il y a des bonnes idées, mais il manque un cœur de jeu pour moi qui soit vraiment excitant. Et faire des ensembles de ressources, bon, voilà. Mais il a bonne presse, donc j'ai dû passer à côté. Hein. C'est un jeu purement de joueurs aussi, je l'ai peut-être pas dit. Voilà, et du coup j'ai passé à 4 jeux qui sont pas vraiment dans la catégorie que j'ai annoncée, donc qui sont pas 4 jeux sortis en fin d'année, version Eurogame. Donc déjà, je vais commencer par parler de Legacies. Donc Legacies, c'est sorti il y a 1 an, à peu près, un peu moins peut-être. Et c'est du gros jeu, et j'ai trouvé ça vachement bien. C'est sorti fin décembre ou en janvier. Et j'en avais joué une partie dans l'année, mais je voulais vraiment y rejouer, et là j'ai eu l'occasion d'y rejouer récemment, c'est pour ça que j'en parle là. J'avais très envie d'y rejouer, je trouve ça vraiment très bien, il y a des interactions assez sympas. On va jouer une dynastie un peu anglaise d'industriels qui vont chercher à s'enrichir en allant établir des relations commerciales avec divers lieux, divers commerçants, diverses familles, qui vont faire un peu bouger les valeurs de ressources de différents domaines, et on va tenter de récupérer des cartes héritage pour faire des points de victoire, donc soit chez nous, soit chez les autres. J'y ai joué qu'à 3, je pense que 3 pour découvrir le jeu c'est bien, mais que le jeu gagne vraiment en interaction à 4-5, par contre ça doit être très très long. Il y a une question de finance bien évidemment, et un petit peu de ressources, et un système de choix d'actions, alors là elles sont pas là, elles sont de l'autre côté du plateau, à la Puerto Rico, où on a 5 actions, donc on a des cartes en main, et à notre tour, soit on joue une carte de notre main, soit on joue une action globale. On ne peut pas jouer d'action globale tant qu'on n'a pas joué 2 cartes de notre main. La carte de notre main, ça va nous développer des relations commerciales, globalement, ou récupérer des héritages.
Et les actions globales, donc il y en a 5 qui sont un petit peu différentes. Quand on la prend, tout le monde l'a fait, mais on a un gros bonus pour le faire soi. Et la manche finit quand il y a eu accès d'actions globales déclenchées, notamment 2 qui sont obligatoires d'avoir fait à chaque tour. Donc tout ça c'est très sympa, il y a des systèmes de revenus, la manière de faire des points est assez originale, il y a une question de relation entre les gens, donc est-ce que c'est à notre ami ou pas pour savoir si on a des réductions ou pas quand on fait des choses. C'est assez riche, c'est du gros jeu et j'ai trouvé ça très bien en fait. Voilà, donc c'était l'occasion d'en parler puisque ça rentre pas dans la catégorie donc j'en ai parlé quand même. Hop. On change totalement de style, Challengers, c'est du deck building. Chaotique, plein de hasard, hein, avec un système de bataille fermée où chaque tour on a une bataille fermée. Donc là on regarde les cartes, mais c'est parce que c'est entre 2 tours, sinon on est vraiment en bataille fermée. On retourne une carte devant soi, et si on a une valeur plus grosse que l'adversaire, on lui vole le drapeau et son bonhomme va sur le banc, puisque c'est une espèce de simulation sportive. On joue comme ça jusqu'à ce que soit le banc soit plein, et dans ce cas on a perdu si on n'arrive plus à poser quelqu'un sur le banc, soit on n'a plus de deck ou sortir une carte, dans ce cas on a perdu, et dans les deux cas l'autre a gagné. Wouhou. C'est tout léger, il y a quelques pouvoirs de cartes, et surtout c'est la manière dont on va confectionner son deck petit à petit. Donc au début on a le deck de base en gros, et on récupère quelques cartes du display central. Chaque tour on va récupérer de plus en plus de cartes, donc on tire au hasard 5 cartes, on en choisit une ou deux qu'on garde, donc il y a beaucoup de hasard. Mais ça va nous orienter petit à petit d'une manière ou d'une autre, ça va appliquer des pouvoirs qui sont plus ou moins intéressants, qui vont plus ou moins bien aller avec notre jeu, et on peut épurer autant qu'on veut au moment de notre choix. Donc on a des choix sur la constitution d'équipe, ça se joue jusqu'à 8 et le but c'est vraiment de croiser les équipes. Du coup il y a peut-être des spécialités qui marcheront mieux face à certaines équipes, face à d'autres. Ce qui se passe pendant le match c'est assez cool, assez cinématique, assez rapide. Et voilà, moi j'ai bien aimé. Donc ça donne l'impression de ne pas faire de choix au début, à partir du milieu de la partie on se dit ah ok là j'ai un peu une tendance à qu'on essaye d'accentuer ou de diminuer, on est quand même sujet à la pioche, mais qu'on va essayer de jouer de manière aussi optimale que possible, pour tenter de faire des decks qui ont des bonnes chances de gagner. Je trouve ça très bien. Hercule, je pense que c'est un jeu qui a très peu fait parler de lui. Donc oui, donc Challenger, ça vient de sortir en français. Voilà, ça Hercule, je pense que c'est pas sorti en français, je sais pas si ça sortira. Ça va être un jeu vraiment de combinaison, on a 2 dés, et on va devoir les combiner avec des plus, des moins, des fois des divisés, pour aller récupérer un des cubes qu'on n'a pas encore récupéré, donc un chiffre de 1 à 12. Du milieu du plateau, et si ça a libéré le chemin devant notre petit personnage, on l'avance. Si on avance de plein de cases d'un coup, on a des bonus de points, et si on est le premier arrivé sur une colonne, on a un bonus de dieu. Chaque fois qu'on fait une opération, enfin chaque fois qu'on utilise nos dés ou qu'on récupère un dieu, on va récupérer une carte comme ça. Toutes les cartes, quasiment, nous donnent un bonus à utiliser plus tard pour manipuler les dés. Donc c'est un petit jeu combinatoire sur de l'enchaînement de pouvoirs et des petites courses et essayer de regarder où en sont les autres pour essayer de les griller ou justement de se dire ah bah non bah si je l'ai pas je vais plutôt prendre mon temps pour faire un grand bond plus tard. Avec des questions de majorité. Donc il y a des majorités sur chacune des opérations et sur globalement les chiffres parce que c'est ce qu'on récupère à chaque fois. Du coup on a envie de surveiller les autres sur un pur jeu de combinaison, ça dure 20 minutes et moi je trouve ça très bien. Voilà. Les animaux de Baker Street, donc là ça va être un jeu d'enquête, coopératif, full coop, il y a 4 animaux, donc si on joue à 4, chacun joue un animal, mais en fait l'incarnation d'animal n'a pas d'importance, on choisit collaborativement dans quel lieu on va et ce qu'on fait. Et donc on va dans un lieu, on peut interagir avec les gens, donc soit envoyer quelqu'un interagir, soit interagir avec un objet. On met les 2 cartes ensemble, si elles coïncident, ça nous dit quelle carte lire ensuite. Voilà, donc tout simple, on a un temps limité pour aller visiter un certain nombre de lieux. L'univers est super bien écrit, c'est des petits animaux un peu à la Béatrice Potter qui vivent donc en cachette des humains et qui vont aller enquêter sans se faire repérer. Donc soit sur le premier c'est retrouver le chapeau de Sherlock Holmes, et sur le deuxième c'est retrouver un petit animal qui a disparu. Et tout ça c'est très mignon, c'est très bien écrit. Par contre moi je n'ai fait que le tutoriel et la première enquête qui a l'air d'être quand même des enquêtes de découverte. Et l'univers est top, par contre côté choix, côté déduction, côté tout ça, c'est faible, il se passe pas grand chose, c'est un peu écrit en clignotant ce qu'on doit faire ensuite, c'est assez facile. Ça peut jouer avec les enfants, il y a marqué à partir de 10 ans sur la boîte, je pense que ça peut être en dessous, ça dépend un peu du niveau et du goût de lecture, j'ai envie de dire. Mais tout se prête à jouer avec des enfants un peu plus jeunes, donc de lecture on n'est pas obligé de chacun lire les cartes, on peut lire pour la table. Je pense quand même qu'à 6 ans, c'est trop petit pour profiter de l'ambiance. Mais
Mais voilà, donc tout ça c'est plaisant, c'est très bien écrit, c'est très mignon, l'univers est là. Je sais pas si je vais me le prendre pour faire les enquêtes suivantes, c'était pas ma boîte, j'ai eu l'occasion de l'essayer, parce que en termes de difficulté, on est quand même dans un jeu, quand on sort de Bureau of Investigation, on n'est pas sur le même niveau de déduction. Voilà. Donc ça peut-être à voir, peut-être à réessayer. Et dernier jeu dont je vais parler, La Bête, sur un fond très moche. Donc La Bête, c'est un jeu de track. Moi je l'ai essayé à Partenay, je ne l'ai pas rejoué, là il vient de sortir en français, j'avais beaucoup aimé, j'en ai parlé dans ma vidéo de Partenay. Il y a une bête, la bête du Gévaudan, qui essaye de se cacher et de faire un maximum de morts, et pour ça elle va se déplacer un peu à chaque tour. On sait où est-ce qu'elle était le tour précédent, mais petit à petit on ne sait plus. Et on va devoir aller enquêter dessus avec le bon type d'enquêteur pour trouver quelle est sa véritable identité, parce qu'il y a des traces qui sont laissées, on ne sait pas trop de qui c'est. C'est un jeu de track que je trouve fluide et rapide, avec des règles assez simples. Et moi j'ai bien aimé, je trouve que vraiment ça fonctionne, il y a des événements, des manières de piéger un peu, d'essayer d'empêcher de faire des morts et de retarder l'échéance des morts, tout en essayant de traquer en même temps, que j'ai trouvé très très chouette. Voilà. Du coup je pense que j'ai un peu bouclé, donc je rappelle voilà que donc sur les sorties récentes, sur des Eurogames et des petits bonus à la fin. Donc moi mon top 3, disons que c'est Sabika, Galenus et Tiletum, pour le moment, ça peut changer. En tout cas il y a plein de jeux auxquels j'ai envie de rejouer, je suis quand même grave enthousiaste sur un nombre de jeux assez hallucinant. Du coup, c'est une bonne année, je suis contente, il y a plein à jouer, voilà. J'espère que ça aura servi à certains pour voir un peu un survol de choses qui sont sorties, même si c'est peut-être très très dur de se faire une opinion comme ça, mais ça aura... Bon, je sais pas, peut-être ça aura été utile à certains. Gros bisous en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Puis à une prochaine. Salut!